Les relations entre l'entreprise d'exploitation d'Elménite à Touliar et les habitants des zones environnantes continuent de se développer. Des réunions fréquentes ont eu lieu pour informer la population et établir une communication transparente concernant l'exploitation minière. Les communes d'Anquilimanilk et de Tsianissi sont particulièrement concernées et les responsables du projet sont accompagnés des autorités locales de la région Antsimonjefan afin de favoriser cette confiance mutuelle. Les habitants semblent se réjouir de l'arrivée du projet, notamment ceux de Fukuntan de Tsiafank, commune de Tsianissi. Cela fait déjà longtemps que la communauté de Tsiafank attendait le début de l'exploitation, selon les propos des habitants. Il en est de même pour la localité de Beravi-Ambuni. La rencontre a renforcé l'importance d'un rapprochement avec les habitants et de leur fournir des informations avant le lancement des activités sur le terrain. De nombreux habitants assistaient à la réunion et étaient prêts à partager les informations reçues. Les échanges entre le projet et les responsables locaux de la commune d'Anquilmanilk se poursuivent également. L'un des facteurs clés qui a motivé cela est la visite des représentants de l'État ainsi que celle du président de la République, Antrazuel, qui a eu lieu en mois de mai dernier. Selon les responsables du projet, l'objectif de cette rencontre avec la population est d'accélérer la gestion des compensations pour les propriétaires fonciers. Les habitants de leur côté ont exprimé le souhait que les initiatives de formation professionnelle pour les jeunes soient poursuivies. Il semble ainsi que les deux parties soient prêtes à coopérer et à avancer ensemble. Au total, 166 permis ont été délivrés, dont 100 renouvellements pour les petits exploitants miniers et 66 renouvellements de permis de recherche. Ces autorisations ont été accordées après un processus d'assainissement des dossiers effectué au sein du BCMM, Bureau du cadastre minier de Madagascar, conformément aux décisions du Conseil des ministres. La distribution officielle de ces permis, au format modernisé, a débuté aujourd'hui au MBC d'Ivatu. Le ministère des Mines, à travers le BCMM, prévoit de passer entièrement au numérique. Ce processus sera mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale, précise le ministre Rakutmalala Irnjen Olivier. Le secteur minier joue un rôle clé dans le développement économique. Il est donc essentiel de poursuivre l'amélioration de ce secteur conformément aux visions du président de la République, affirme le ministre. Le BCMM, qui célèbre aujourd'hui ses 25 ans d'existence à Ivatu, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Pour marquer cet anniversaire, une cérémonie de remise de médailles a été organisée en l'honneur des agents du BCMM qui se sont particulièrement distingués par leur engagement au sein de cette entité sous tutelle du ministère des Mines. Toutes les propositions de loi doivent obligatoirement passer par un travail en commission et faire l'objet de débats approfondis avant leur présentation en session plénière, selon les explications fournies. Généralement, certains points sont amendés pour mieux s'aligner aux lois en vigueur, tout en analysant en profondeur les avantages que la proposition pourrait apporter. Une loi ne peut être appliquée qu'après avoir été adoptée par les deux chambres du Parlement, validée par la Haute Cour constitutionnelle et officialisée par le président de la République. Le Sénat ne reste pas simple spectateur mais intervient en cas de manquement dans l'action du gouvernement. Toutefois, il soutient les ministres qui accomplissent leur mission avec sincérité, a souligné le sénateur Thié Maléo. La session parlementaire des sénateurs se poursuit aujourd'hui et demain au Palais Vert à Anoussi. Le drone est un outil mis en place pour faciliter le transport des médicaments et assurer leur arrivée à temps dans les centres de santé de base, ou CSB, notamment dans les zones difficiles d'accès. L'État malgache a commencé à l'utiliser en 2019 via le ministère de la Santé publique en partenariat avec PSI. Au total, 197 CSB ont bénéficié de cette technologie dans 15 districts situés dans les régions de Sava, Sophie, Ansnan, Analanzrouf et Melek. Les drones ont effectué 4700 vols pour transporter les médicaments, permettant à plus de 2 300 000 personnes d'avoir accès aux services de santé de manière régulière. Parmi les médicaments transportés figuraient ceux utilisés dans le traitement du paludisme, des moyens de contraception, du VIH-Sida et de la tuberculose. Cette évaluation de l'utilisation des drones a été présentée hier à l'hôtel Carlton à Anoussi.
La poursuite de l'utilisation de cet outil permettrait une réduction significative des coûts liés à la lutte contre le paludisme, selon les estimations. Après 8 ans de vie commune, Sintach et son époux, aujourd'hui parents de 3 enfants, ont enfin pu se faire enregistrer officiellement grâce à cette campagne d'enregistrement de masse, une formalité qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'ici, faute de moyens. Ce jeune couple, tout juste décidé à officialiser leur relation, a également profité de cette opportunité offerte aujourd'hui par cette campagne d'enregistrement. 100 couples au total se sont inscrits à cette campagne gratuite organisée par la commune d'Ateyrouk. Seulement 76 couples ont pu officialiser leur union hier et aujourd'hui. Toutes les démarches ont été facilitées pour permettre à ces couples de se marier légalement, explique Toukerlint ou Indianarvel, maire de la commune d'Ateyrouk. Toujours selon elle, ce type de campagne d'enregistrement de masse sera désormais organisé chaque année. Les compétitions sportives organisées par le comité national chargé de la célébration du 26 juin ont duré près de 2 semaines. 2 disciplines ont été à l'honneur, le football et le basketball, tous deux intégrés aux festivités marquant le 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la fondation de l'armée malgache. La cérémonie de clôture officielle a eu lieu aujourd'hui à Mamas, réunissant les institutions de l'État ainsi que les forces de défense et de sécurité. Cette compétition a souligné l'unité des 3 forces souveraines du pays, l'armée malgache, la police nationale et la gendarmerie nationale. L'événement marquant de ce tournoi sportif est le match de gala de basketball durant lequel les chefs d'institution et les membres du gouvernement ont affronté les hauts responsables des forces de sécurité. Le score final était de 30-23 en faveur des chefs d'institution et des membres du gouvernement. Ces derniers ont reçu une médaille commémorative symbolisant le 65e anniversaire ainsi que le trophée du président de la République remis par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Dewa Viviane, capitaine de l'équipe gouvernementale. En parallèle au match de gala, les finales de basketball des catégories hommes et femmes ont également eu lieu aujourd'hui, opposant l'équipe du ministère de la Sécurité publique à celle du ministère délégué à la Gendarmerie nationale. Chez les dames, les gendarmes ont battu les policières sur le score de 42-31. Chez les hommes, ce sont les policiers qui l'ont emporté face aux gendarmes par 44-33. Un match amical a également été disputé entre les responsables du ministère de la Défense nationale et ceux du ministère délégué à la Gendarmerie nationale. Pour cette année, un tournoi de football Coupe du Président de la République réservé au district périphérique de la capitale Antananarivo. Ces activités sportives ont pour objectif non seulement de promouvoir la santé physique au sein des forces de défense et de sécurité pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission, mais également de renforcer la cohésion et la solidarité entre les 3 corps à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la création de l'armée malgache et de l'indépendance de Madagascar. Les militaires israéliens sont parmi les premiers à constater les dégâts. L'hôpital de Beersheva, dans le sud du pays, a été la cible d'une frappe venue d'Iran. Plusieurs étages ont été soufflés par l'explosion, dans un établissement connu pour soigner des soldats impliqués dans les opérations à Gaza. Une attaque surprise, vivement dénoncée par le gouvernement israélien. Plus au nord, Tel Aviv s'est réveillée au son des alertes aériennes. On voit ici des missiles iraniens, à nouveau interceptés par le dôme de fer, le bouclier antimissile israélien. Au sol, des dégâts importants sont à signaler et des dizaines de blessés sont recensés. Dans la nuit, le dispositif antimissile avait déjà intercepté un drone de combat iranien dans le ciel de Jérusalem. Une 7e nuit encore rythmée par les sirènes d'alerte. Et l'Iran n'entend pas s'arrêter là. Dans la journée de mercredi, plusieurs frappes avaient touché Téhéran, la capitale. Officiellement des cibles militaires, tout comme dans d'autres zones du pays. Des images difficiles à obtenir en raison de l'interdiction faite aux journalistes de filmer librement. L'armée israélienne a, elle, envoyé cette nuit un message sur Telegram, intimant les habitants de 2 villages iraniens, Arak et Handab, à quitter les lieux au plus vite.
L'objectif, des installations nucléaires situées tout près de ces deux localisations. Sur ces images fournies par l'agence de presse palestinienne Wafa, des secouristes alignent et exposent des corps pour les identifier. Il s'agit, selon les services palestiniens, de personnes qui tentaient d'accéder au centre de distribution d'aide. Ils auraient perdu la vie après des tirs d'obus israéliens. L'armée israélienne reconnaît seulement des tirs de semonce et dit ne pas être au courant de victimes. Notre correspondant dans la bande de Gaza l'accuse de piéger la population dans ces centres de distribution. Il y a des dizaines de milliers qui arrivent et le prétexte de l'armée d'occupation, c'est qu'ils ont dépassé telle limite et c'est justement le premier servi, le premier arrivé, c'est le premier servi, et puisque tout le monde est dans le besoin, donc tout le monde se précipite et c'est exactement ce qu'ils cherchent, cette armée d'occupation, c'est l'humiliation de la population. Tous les jours, il y a des victimes malheureusement et voilà, on vous affame, on vous donne à manger et puis on vous tire dessus. À Gaza, la guerre continue. Les bombardements restent quotidiens. La défense civile palestinienne déplore plus d'une trentaine de morts pour la seule journée de mercredi. L'armée israélienne a annoncé la mort d'un soldat tué dans le sud de l'enclave. Le blocus humanitaire imposé en mars n'a été que partiellement assoupli en mai. Et selon le Bureau humanitaire des Nations Unies, OCHA, des incidents se produisent de plus en plus le long des routes utilisées par l'ONU. Le bureau estime que la pénurie de carburant à Gaza a atteint des niveaux critiques et que sans réapprovisionnement immédiat, les services essentiels, y compris la fourniture d'eau potable, s'arrêteront très bientôt. Une immense colonne de cendres, un champignon dans le ciel qui s'élève à près de 10 000 mètres. Un témoin filme, il est paniqué. Le volcan Lewotobi Lakilaki est entré en éruption et à plusieurs dizaines de kilomètres, des habitants de cette île indonésienne sont impressionnés. C'est la première fois que je vois une éruption aussi grosse. Qu'est-ce que vous ressentez? Je suis stupéfait. Aucune victime et un spectacle saisissant. Une couleur ocre s'impose alors au-dessus des têtes. Quand il a commencé à entrer en éruption, nous sommes tous sortis de chez nous à cause du bruit. Et les autres villageois étaient-ils paniqués? Les villageois, tout le monde était paniqué. Le trafic aérien a été perturbé, les habitants sont invités à porter un masque, les retombées de cendres devraient durer plusieurs jours. Au mois de novembre, le même volcan était déjà entré en éruption, causant alors la mort de 9 personnes.